Mesdames et messieurs, imaginez un pays qui, il y a 100 ans, était l'une des nations les plus riches du monde. Un pays dont le revenu par habitant dépassait celui de la France, de l'Allemagne et même des États-Unis. Un pays qui était pressenti pour devenir la puissance dominante de l'hémisphère sud. Ce pays, c'est l'Argentine. Aujourd'hui, l'Argentine est confrontée à l'une des plus graves crises économiques de son histoire. Le 19 novembre 2023, l'élection présidentielle a secoué le monde entier. Javier Milei, un économiste libertarien autoproclamé, connu pour ses positions radicales et ses critiques acerbes contre l'establishment politique, a été élu président. Comment ce pays, autrefois si prospère, en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui a conduit à cette ascension fulgurante suivie d'un déclin tout aussi spectaculaire? Et surtout, l'Argentine peut-elle renaître de ses cendres? Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de l'Argentine, un récit rempli de promesses, de gloire, de tragédies et d'espoirs renouvelés. Au début du XVIe siècle, en 1516, les premiers explorateurs espagnols arrivent à l'embouchure d'un vaste estuaire, qu'ils nomment le Rio de la Plata, le fleuve de l'argent. Convaincus que ces terres recèlent des trésors inestimables, ils les baptisent Terra Argentina, la terre d'argent. Mais la réalité est tout autre. L'argent tant convoité se trouve en réalité à plus de 1600 km de là, au Cerro Rico de Potosí, dans l'actuelle Bolivie. Malgré l'absence de richesses immédiates, Buenos Aires est fondée en 1536. Cependant, la colonie est rapidement abandonnée en 1541 en raison des attaques incessantes des peuples indigènes et du manque de ressources. Ce n'est qu'en 1580 que la ville est refondée, devenant peu à peu un port stratégique pour le commerce entre l'Europe et les colonies espagnoles. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'économie de la région se développe grâce à la contrebande et au commerce illégal. Les restrictions commerciales imposées par l'Espagne poussent les colons à contourner les lois pour prospérer. Cette culture de la défiance envers l'autorité centrale et la corruption endémique posent les bases de problèmes qui perdureront pendant des siècles. En 1806, les Britanniques tentent d'envahir Buenos Aires, mais sont repoussés par les milices locales. Cet événement renforce le sentiment nationaliste parmi les créoles, ces descendants d'Européens nés en Amérique. En 1810, profitant de l'occupation napoléonienne de l'Espagne, les provinces du Rio de la Plata déclarent leur indépendance, officialisée le 9 juillet 1816. Cependant, l'indépendance n'apporte pas la stabilité espérée. Les décennies suivantes sont marquées par des luttes intestines entre les fédéralistes, qui défendent l'autonomie des provinces, et les unitaires, qui prônent un gouvernement central fort à Buenos Aires. Des caudillos, chefs militaires régionaux, émergent et s'affrontent pour le pouvoir, plongeant le pays dans le chaos. Cette période de guerre civile affaiblit l'économie. Le commerce est perturbé, les infrastructures sont négligées, et l'Argentine perd des territoires comme l'Uruguay, qui devient indépendant en 1828. À partir de 1853, avec l'adoption d'une nouvelle constitution inspirée des États-Unis, l'Argentine commence à se stabiliser. La présidence de Domingo Faustino Sarmiento, de 1868 à 1864, met l'accent sur l'éducation, les infrastructures et l'immigration. Des vagues massives d'immigrants européens, principalement italiens et espagnols, arrivent en Argentine. Entre 1880 et 1914, plus de 6 millions d'Européens s'installent dans le pays. Cette main-d'œuvre abondante et les investissements étrangers, notamment britanniques, stimulent l'économie. Le pays développe un vaste réseau ferroviaire, passant de 503 km de voies en 1870 à plus de 30 000 km en 1914. Les exportations de viande, de céréales et de laine explosent. En 1913, l'Argentine est le premier exportateur mondial de blé et de viande bovine. Buenos Aires se transforme en une métropole cosmopolite. Des théâtres somptueux, comme le Teatro Colón inauguré en 1908, symbolisent la richesse culturelle du pays. La ville est surnommée le Paris de l'Amérique du Sud. En 1914, le revenu par habitant de l'Argentine est parmi les 10 plus élevés au monde. Le pays attire l'admiration et est considéré comme un modèle de développement pour les nations émergentes. Malgré cette prospérité apparente, des faiblesses structurelles subsistent. L'économie argentine repose fortement sur l'exportation de matières premières. La richesse est concentrée entre les mains d'une élite terrienne, les grands propriétaires fonciers, qui contrôlent les estancias, de vastes domaines agricoles. Les inégalités sociales se creusent. Les ouvriers agricoles et les travailleurs urbains vivent dans des conditions précaires.
L'éducation, bien que promue, n'est pas accessible à tous. En 1912, la loi Sáenz-Peña instaure le suffrage universel masculin et le vote secret, permettant une meilleure représentation politique des classes populaires. Cependant, les tensions sociales augmentent, les syndicats se développent et les grèves se multiplient pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les élites politiques et économiques, souvent corrompues, peinent à répondre aux aspirations du peuple. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, bouleverse l'économie mondiale. L'Argentine, neutre pendant le conflit, est affectée par la réduction de la demande européenne pour ses exportations. Les prix des matières premières chutent et l'économie argentine ralentit. Après la guerre, la Grande Dépression de 1929 frappe durement le pays. Les exportations s'effondrent, le chômage augmente et la pauvreté s'étend. Les inégalités sociales deviennent plus apparentes, alimentant le mécontentement populaire. En 1930, le premier coup d'État militaire de l'histoire argentine renverse le président Hipólito Yrigoyen. Commence alors une période d'instabilité politique marquée par une succession de gouvernements militaires et civils, tous incapables de résoudre les problèmes économiques du pays. En 1943, un coup d'État militaire porte au pouvoir une junte dans laquelle Juan Domingo Perón occupe le poste stratégique de ministre du Travail. Charismatique et proche des travailleurs, il gagne rapidement en popularité en améliorant les conditions de vie des ouvriers. En 1946, Perón est élu président. Avec son épouse, Eva Perón, surnommée affectueusement Evita, ils mettent en place un vaste programme de réformes sociales. Les salaires augmentent, les congés payés sont instaurés, la santé et l'éducation sont améliorées. Perón nationalise des industries clés comme les chemins de fer, les télécommunications et le pétrole. Le péronisme devient un mouvement politique majeur, combinant nationalisme économique, justice sociale et autoritarisme. Cependant, les dépenses publiques explosent et l'inflation s'accélère. Les opposants politiques sont réprimés, la presse est censurée et la corruption se généralise au sein du gouvernement. En 1955, un coup d'État militaire renverse Perón, qui s'exile en Espagne. Le péronisme est interdit, mais son influence demeure profonde dans la société argentine. Les années suivantes sont marquées par une alternance de gouvernements militaires et civils, aucun ne parvenant à stabiliser l'économie ou à résoudre les tensions sociales. L'inflation devient chronique, la dette extérieure augmente et la dépendance aux exportations de matières premières persiste. Dans les années 70, le pays est plongé dans une violence politique extrême. Des groupes de guérilla d'extrême gauche, comme les Montoneros, s'opposent au gouvernement militaire. En réponse, la junte militaire lance la guerre sale, une campagne de répression brutale qui fera jusqu'à 30 000 disparus entre 1976 et 1983. Les droits de l'homme sont massivement violés et la société est profondément traumatisée. En 1982, le gouvernement militaire de Leopoldo Galtieri décide d'envahir les îles Malouines, un territoire britannique revendiqué par l'Argentine depuis le XIXe siècle. Cette décision vise à rallier la population autour d'une cause nationale et à détourner l'attention des problèmes internes. La guerre tourne rapidement à la catastrophe. Les forces britanniques, supérieures technologiquement et stratégiquement, infligeant une défaite humiliante à l'Argentine. Plus de 900 soldats perdent la vie et le pays est contraint de se rendre en juin 1982. La défaite discrédite définitivement la junte militaire. Des manifestations massives exigent le retour à la démocratie. En 1983, des élections libres sont organisées et Raúl Alfonsín, du Parti radical, est élu président. Le pays espère enfin tourner la page des années de dictature. Malgré le retour à la démocratie, l'Argentine fait face à des défis économiques majeurs. La dette extérieure est énorme, l'inflation est hors de contrôle et la pauvreté est répandue. En 1989, l'hyperinflation atteint des niveaux sans précédent, dépassant les 5000%. Les Argentins voient que leurs économies s'évaporer du jour au lendemain. Des émeutes éclatent et la situation devient ingérable. Carlos Menem, un péroniste, est élu président en 1989. Il surprend en mettant en place des réformes économiques libérales. Les entreprises publiques sont privatisées, le peso est arrimé au dollar américain pour stabiliser la monnaie, et le pays s'ouvre aux investissements étrangers. Ces mesures permettent une réduction temporaire de l'inflation et une reprise économique. Cependant, la dette continue de s'accumuler. Les industries nationales souffrent de la concurrence étrangère et le chômage augmente. Les inégalités sociales persistent et la corruption demeure un problème majeur. En 2001,
l'Argentine est confrontée à une nouvelle crise. Le pays fait défaut sur sa dette souveraine de 132 milliards de dollars, le plus grand défaut de l'histoire à ce jour. Les banques ferment, les comptes sont gelés et la monnaie s'effondre. Le chômage atteint 25% et plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des manifestations massives, connues sous le nom de cacerolazos, envahissent les rues. Le gouvernement est incapable de répondre à la crise et 5 présidents se succèdent en l'espace de 2 semaines. Cette crise laisse des cicatrices profondes dans la société argentine. La confiance en l'État est brisée et de nombreux Argentins émigrent vers l'Europe ou l'Amérique du Nord à la recherche d'un avenir meilleur. En 2003, Néstor Kirchner est élu président. Il profite de la hausse des prix des matières premières, notamment du soja, pour relancer l'économie. Des politiques sociales sont mises en place et la pauvreté recule. Son épouse, Cristina Fernández de Kirchner, lui succède en 2007. Cependant, les mêmes erreurs se répètent. Les dépenses publiques augmentent de manière insoutenable. Le gouvernement impose des contrôles stricts des changes et l'inflation repart à la hausse. La corruption reste endémique, sapant la confiance des investisseurs et de la population. En 2014, l'Argentine fait à nouveau défaut sur sa dette. L'économie stagne et les inégalités persistent. La population est de plus en plus mécontente, cherchant des solutions pour sortir de ce cycle infernal. Le 19 novembre 2023, l'Argentine connaît un tournant majeur. Javier Milei, un économiste libertarien, autoproclamé et outsider politique, est élu président. Connu pour ses positions radicales et sa critique acerbe des politiques passées, Milei promet de rompre avec des décennies d'échecs. Il propose des mesures drastiques, abolition de la banque centrale, adoption du dollar américain comme monnaie officielle, réduction significative de la taille de l'État, privatisation des entreprises publiques et ouverture de l'économie au marché mondial. Il affirme que des sacrifices à court terme sont nécessaires pour garantir un avenir prospère. Sa victoire reflète le désespoir et l'épuisement de la population face aux politiques traditionnelles qui n'ont pas su résoudre les problèmes du pays. Les obstacles sont néanmoins immenses. Le parti de Milei ne détient que 10% des sièges au Congrès, ce qui rend difficile la mise en œuvre de ces réformes sans alliance politique. De nombreux groupes, y compris les syndicats, les politiciens traditionnels et une partie de la population, s'opposent fermement à ces propositions. Les réformes proposées pourraient entraîner des souffrances à court terme. La réduction des dépenses publiques pourrait affecter les programmes sociaux dont dépendent de nombreux Argentins. L'adoption du dollar pourrait limiter la flexibilité monétaire du pays et entraîner une perte de souveraineté économique. De plus, l'histoire argentine montre une résistance au changement radical. Les tentatives précédentes de réformes économiques, qu'elles soient libérales ou interventionnistes, ont souvent échoué en raison de la corruption, du manque de vision à long terme et de la résistance des groupes d'intérêt. Pour que l'Argentine puisse se redresser, il est essentiel de tirer les leçons du passé. La corruption doit être combattue avec détermination. La transparence et la responsabilité politique sont indispensables pour restaurer la confiance du peuple en ses institutions. L'économie doit être diversifiée pour ne plus dépendre uniquement des exportations de matières premières. L'éducation et l'innovation doivent être encouragées pour stimuler la croissance et créer des emplois de qualité. Le potentiel de l'Argentine est immense. Avec des ressources naturelles abondantes, une population éduquée et une culture riche, le pays a toutes les cartes en main pour retrouver sa place sur la scène internationale. L'histoire de l'Argentine est un récit complexe, mêlant grandeur et déclin, espoir et désillusion. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays est à la croisée des chemins. Les décisions prises dans les années à venir détermineront l'avenir de cette nation. La question demeure. L'Argentine est-elle prête à accepter les sacrifices nécessaires pour se remettre sur la voie de la prospérité? Les Argentins peuvent-ils s'unir pour construire un avenir meilleur, en surmontant les divisions et en rejetant la corruption qui a si longtemps entravé leur progrès? Nous assistons peut-être à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère où l'Argentine, forte de son histoire et de ses leçons, pourra enfin réaliser son potentiel et offrir à son peuple le bien-être et la stabilité qu'il mérite. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de l'Argentine? Les réformes radicales de Javier Milei peuvent-elles redresser le pays? Est-il possible de briser le cycle des erreurs du passé pour construire un avenir prospère et stable? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre opinion compte
Et ensemble, nous pouvons engager une discussion constructive sur les défis et les opportunités qui attendent dans l'Argentine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Continuons ensemble à explorer les histoires fascinantes de notre monde et à réfléchir aux leçons qu'elles nous offrent. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante.